Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler d'écologie. Rien d'original, sauf que moi j'ai envie de vous parler d'une écologie qui va plus loin que l'écologie classique, comme on l'entend de manière classique. On connaît tous l'écologie qui est pratiquée par les écologues, ces scientifiques qui étudient les relations qu'il y a entre les êtres vivants, entre eux et entre leur milieu. C'est une science extrêmement complexe qui va des plus petits microbes aux plus grosses bestioles qui parcourent la surface de la Terre et dont même si on a énormément de connaissances déjà sur le sujet, mais dont on ne fait à mon avis qu'encore effleurer la surface. La complexité des interactions qu'il peut y avoir entre les êtres vivants est extrême. Je me rappelle quand j'étais au lycée, on faisait des cours d'écologie et on faisait les schémas d'interaction entre les êtres vivants et leur milieu, avec des flèches qui mangent qui est en symbiose avec qui fait du parasitisme avec qui, et c'était des schémas extrêmement complexes. Et souvent c'était simplement centré sur un être vivant et toutes les relations qu'il pouvait avoir avec d'autres êtres vivants et son milieu. Si on met ça à l'échelle de la Terre, ça devient un schéma qui est absolument irréalisable, puisque c'est des flèches qui iraient dans tous les sens. Cette écologie-là, cette écologie scientifique a sa place. Elle est très importante pour qu'on comprenne le monde dans lequel on vit. Pour illustrer un petit peu la complexité ou la particularité, la finesse de l'écologie scientifique, quand je faisais des promenades de reconnaissance des plantes sauvages, les plantes comestibles, les plantes médicinales, je donnais des principes de cueillette. Faire attention à ne pas trop en prendre dans un seul endroit, expliquer que même s'il y a une plante qui est très intéressante d'un point de vue médicinal par exemple, on ne va pas la ravager, on ne va pas tout prendre quand on en voit dans un endroit. Parce qu'autour d'une seule plante, par exemple, on peut avoir des relations très particulières et uniques avec un insecte, par exemple. Par exemple, une plante fait une fleur. Cette fleur-là est butinée par un seul insecte. Si vous enlevez la plante dans ce milieu-là, vous condamnez l'insecte. Et là, on va dire c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que là, à partir du moment qu'on a un impact sur l'environnement, c'est très difficile d'évaluer jusqu'où va cet impact. Quel est l'impact réel? Alors on sait depuis des dizaines d'années, on en parle de plus en plus, l'impact de l'homme sur l'environnement est de plus en plus important. La biodiversité est impactée, la quantité des êtres vivants qu'il y a sur Terre est impactée. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'est née certainement l'écologie politique, face à la prise de conscience que l'homme avait un impact déterminant, certains diront négatif, sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il était en mesure de détruire des espèces entières. Il était capable d'éradiquer des proportions absolument incroyables d'êtres vivants sur Terre. Je pense au livre Le Printemps silencieux qui était paru dans les années 60, qui pour la première fois mettait en avant la disparition des insectes en Grande-Bretagne, si je me souviens bien, suite à l'épandage des pesticides. Donc c'est une réalité qui est toujours vraie, et l'écologie politique est née de ces mouvements de prise de conscience qu'effectivement l'homme impactait l'environnement, et de manière pas forcément positive. L'écologie politique, elle cherche à changer les choses, c'est-à-dire sinon à rétablir un équilibre que l'homme a pu perturber, mais au moins à atténuer, diminuer l'impact négatif qu'a l'homme sur l'environnement. Alors, ce ne sont pas des écologues, ce sont des écologistes, c'est là qu'on voit la différence. Très bien, que les deux existent, cela me va tout à fait, mais pour moi, le tableau n'est pas complet. Et c'est ce que j'aime mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a une autre écologie, une autre dimension d'écologie. Je dirais même deux autres dimensions de l'écologie, hyper importantes pour moi. La première, je l'appelle l'écologie émotionnelle, ou l'écologie intérieure. Je m'explique. Quand j'agis, quand je choisis de faire quelque chose pour l'environnement, par exemple, ou de m'engager, ou d'aller nettoyer une plage, ou de militer peut-être pour que les choses changent.
en fait, j'agis sur le monde. J'agis sur le monde parce que je souhaite un changement. Mais il y a un écart presque systématique entre ce que j'intentionne, ce dont j'ai l'intention de faire, et l'impact réel que ça va avoir. C'est normal, le monde ne répond pas à nos désirs simplement parce qu'on a envie que ça change. Le monde est extrêmement complexe, il y a énormément d'interactions. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui, pour moi, il faut aller voir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi, j'ai été militant écologiste, j'ai été militant, allez, on va dire, extrême gauche, tiers-mondiste, à une époque. Et puis, j'en suis revenu. Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que je méprise les gens qui sont dans la militance. Ça veut dire que pour moi, ça ne suffit pas. Pour moi, il y a un danger. Et je vais vous expliquer en quoi est le danger. Et je l'illustrerai à travers des vidéos que je vais faire, notamment sur cette dimension de l'écologie émotionnelle. C'est que quand on est en colère, par exemple, contre quelque chose qui ne va pas dans le monde, pour moi, on parle d'abord de soi. On parle d'abord de quelque chose qui est en nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ému du fait que l'environnement puisse être abîmé, que notre planète puisse être abîmée. Ça veut dire que cette émotion est légitime, mais qu'il ne faut pas la polluer. C'est-à-dire que quand on est dans l'action, on ne doit pas polluer avec quelque chose qui vient de nous, qui vient de l'intérieur de nous, qui est de l'ordre des émotions, et dont on n'a pas conscience. J'illustre. J'ai longtemps été tiers-mondiste. C'est-à-dire que je voulais rétablir l'équilibre entre Nord et Sud. Je voulais que l'Occident oppresseur, profiteur, arrête de profiter et d'oppresser le Sud et les pays pauvres, tout simplement avec des luttes d'influence, avec, parfois ça va un peu plus loin que ça, même avec les armées, je pense aux histoires du pétrole. J'ai grandi avec la première guerre d'Irak, où effectivement les bonnes intentions étaient une excuse pour effectivement une vraie guerre du pétrole, comme la deuxième guerre du pétrole en Irak. C'est-à-dire que derrière une volonté d'équilibrer les choses, d'arranger les choses, de faire régner la justice sur Terre, en fait, je projetais sur le monde extérieur une problématique profondément intérieure. Et pour moi, là, ça c'est la clé. Très souvent, nous, je peux expliquer un peu plus, j'expliquerai un petit peu plus. Très souvent, nous, les humains, en fait, nous projetons notre problématique intérieure sur le monde extérieur. Le monde extérieur est à la fois notre écran de projection sur ce qui se passe à l'intérieur et notre miroir. Il nous renvoie ce que nous sommes. La façon dont nous voyons le monde extérieur parle de nous d'abord. Oui, parce qu'en fait, il se trouve qu'on est quand même pas mal de milliards d'humains sur Terre et je pense qu'il n'y en a absolument aucun qui a la même vision de la Terre ou de ce qui s'y passe. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire qu'objectivement tout le monde a une Terre différente en face de lui, c'est tout simplement que chaque personne projette quelque chose de différent. Parce que la Terre, elle est objectivement ce qu'elle est. Et personne ne peut le dire exactement, personne ne peut, même avec toutes les méthodes scientifiques, personne ne peut dire exactement ce qu'est la Terre. Donc, moi, pour revenir à mon histoire, le militant cherchait, lui, à réparer quelque chose qui était de l'ordre de son histoire. En l'occurrence, j'ai souffert de l'existence d'un père qui abusait quelque part, abusait de son pouvoir, m'oppressait, ne me reconnaissait pas, m'empêchait de me déployer, m'épanouir, etc. Alors c'est vachement plus complexe que ça, je caricature, effectivement. Mais finalement, derrière mes combats, et le combat écologiste en faisait partie, même si derrière ce combat écologiste, il y a aussi forcément un grand amour de la Terre, un grand amour, un émerveillement, un ébahissement. Là ici, on est dans un paysage absolument magnifique en Grèce. Enfin franchement, tout porte à émerveillement. Mais on peut choisir de regarder la Terre juste avec l'émerveillement, mais si on met nos émotions, notre histoire dans ce que nous interprétons de la Terre, nous ne la respectons pas, nous la polluons, nous ne la reconnaissons pas comme étant ce qu'elle est, ou nous ne la laissons pas être ce qu'elle est, parce que nous projetons ce que... C'est comme si on projetait un film en permanence sur le monde qui nous entoure. Ben, excuse-moi, si je projette là un film sur ces falaises,
sur ces rochers là qui sont absolument magnifiques, je ne verrai pas le rocher. Je verrai le film et les rochers. Ce sera un mélange. Effectivement, là on n'est pas dans tout rouge, tout noir, tout noir, tout blanc. On est dans des nuances, différentes nuances. Mais il faut avoir conscience de cette réalité, de la projection de ce que nous sommes, de nos émotions sur le monde extérieur. Là on a une belle plage derrière. Bon, elle n'est pas très polluée celle-ci, elle est même plutôt propre. Mais imaginez des personnes qui viennent nettoyer cette plage. On voit un groupe d'une 50aine de personnes. Vous nettoyez cette plage parce qu'ils veulent le faire, parce que c'est des écolos. Très bien, c'est merveilleux, je ne vais pas dire que c'est nul. Mais chacune de ces personnes qui va venir sur cette plage va venir pour une raison différente. Elle va avoir une motivation différente, une intention différente. Derrière, je nettoie la plage, je ramasse les déchets qu'il y a sur la plage. Chacun y met sa problématique, son histoire. Et si on arrive à l'observer, à le voir et à finalement en avoir conscience, je pense qu'on peut avoir une action sur le monde, c'est-à-dire avoir notre place en tant qu'humain qui agit sur le monde, qui sera bien plus juste que si on est inconscient de ce qu'on met dans le monde, de ce qu'on envoie dans le monde, ce qu'on projette dans le monde. Sur la plage, il va y avoir une personne qui fera ça parce que, putain, ça fait bien. Ça fait bien de ramasser les déchets parce que, en fait, on fait partie du camp des gentils. Un écolo, c'est gentil, ça veut protéger le monde. Oui, si on s'arrête à ça, ouais, très bien. Alors, on a plein de gens gentils dans le monde. Mais, il y a peu de personnes qui vont dire, ah non, moi, j'ai pas nettoyé la plage, elle est dégueulasse, j'en ai rien à... voilà, et moi, j'aime bien quand il y a les déchets, puis c'est très bien comme ça, voilà. Presque personne ne va pas se scandaliser des déchets sur la plage. Enfin, en tout cas, dans nos sociétés. On est passé dans des pays récemment où, effectivement, les gens jettent les déchets sur les plages, parce que ça fait partie de la culture, de la mentalité, c'est pas questionné, ou à peine questionné. Ça fait partie d'une normalité. Ici, c'est différent. Dans nos pays occidentaux, de manière générale, c'est plutôt différent. On considère que c'est sale et que c'est une pollution. Donc, on est une position de gentil quand on nettoie la plage. Ou parfois, on le fait simplement par besoin de reconnaissance. L'un peut aller avec l'autre. Mais il peut y avoir aussi toujours cette belle intention de pouvoir nettoyer la nature. Il n'y a pas de problème. C'est jamais une seule intention, une seule raison. C'est très complexe. C'est un écheveau de raisons. Et une grande partie de cet écheveau se trouve ici, se trouve à l'intérieur. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'écologie émotionnelle. Nous avons la capacité, nous humains, de polluer la Terre, non pas avec des produits chimiques, des plastiques et plein de déchets. On a la capacité de la polluer aussi avec ce qu'on envoie, ce qui vient de nous, de nos émotions. Et cette écologie-là, elle concerne notre relation à la planète, mais la relation aux autres, évidemment. L'écologie de la communication entre êtres humains, alors on a énormément de boulot à faire là-dessus, énormément. À pas de moment qu'on a, ça fait partie du boulot qu'on a à faire sur Terre. Enfin, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on doit nettoyer, prendre conscience, mettre à la lumière, comprendre toute la complexité de ce qu'on est et de ce qu'on envoie dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est une partie de ce que moi j'aimerais rajouter à l'écologie scientifique et l'écologie politique, pour moi qui est très importante. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Une expression que je n'ai pas compris avant très tard, c'est que finalement, oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. S'il suffisait d'avoir de bonnes intentions pour régler les choses, il suffirait d'avoir la bonne intention, petit clin d'œil à nos sociétés occidentales, à nos pays occidentaux, de recycler les déchets pour que ce soit fait. Seulement, la réalité étant que entre la bonne intention affichée et la réalité, il se trouve qu'encore récemment, on découvre que le plastique qu'on envoie en Turquie pour recyclage est soit enfoui, soit brûlé. Donc rien du tout de l'ordre du recyclage. Voilà, donc c'était juste une petite illustration par rapport à une actualité récente. Bien, il y a une autre dimension pour moi qui est aussi, voire plus importante encore que toutes les écologies précédentes. Mais elle est en relation, elle est en lien avec toutes ces écologies. Il n'y a pas des écologies séparées, elles sont toutes interconnectées. Et pour moi, là, l'écologie dont je vais vous parler, l'écologie spirituelle, elle englobe tout.
C'est-à-dire qu'elle est, comment dire, elle est presque, elle chapeaute tout, elle englobe tout, d'accord? C'est pas l'écologie scientifique, émotionnelle ou politique qui englobe le spirituel, c'est bien. Pourquoi je vous parle d'écologie spirituelle? Ça peut paraître un peu bizarre, et ah, ça y est, c'est encore un perché. Alors déjà, on va dissiper un malentendu. Quand je parle de spirituel, je ne parle pas de religieux. Je ne vais pas vous parler de religion. Pour moi, la religion peut être spirituelle. Elle ne l'est pas nécessairement. On en voit pas mal d'exemples. Et la religion est un cadre pour le spirituel. Mais le spirituel dépasse tous les cadres. C'est un cadre, ce n'est qu'un cadre. Et on ne peut pas faire contenir l'univers dans un cadre. On ne peut pas faire tenir la magie du monde dans un cadre. C'est comme si, pour vous parler de la magie de cet endroit, je vous disais, là il y a un rocher, là il y a la mer, la plage, la forêt, la garrigue, etc., le ciel bleu. Voilà. Vous ne sentez pas le vent, vous ne sentez pas l'air marin, vous n'avez pas tous les sons, vous n'avez pas la sensation, et peut-être n'avez-vous qu'une partie de l'émerveillement qu'on peut avoir à regarder un paysage comme ça. Et bien pour moi, c'est la même réalité, la même différence de réalité. Alors spirituel, pourquoi? Pour moi, et là encore je parle pour moi, tout est spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels, comme on entend souvent, qui vivons une expérience terrestre et matérielle. Nous ne sommes pas des êtres terrestres et matériels qui cherchons des expériences spirituelles. Nous la vivons. Notre vie est une expérience spirituelle dans la matière, une expérience spirituelle sur Terre. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous observons autour de nous, répondent à la même réalité, une réalité fondamentalement spirituelle, qui se manifeste de manière visible par le matériel, par le physique. Mais ça va bien au-delà de ça. Comme il y a eu un Big Bang à l'origine, en tout cas c'est la théorie qui est reconnue, et dont tout ce que nous pouvons observer dans l'espace de la plus petite échelle à la plus grande échelle, vient de ce Big Bang, vient de cette origine de l'univers. De la même manière, pour moi, il y a une source unique énergétique, hein, tout est énergie, la matière est énergie, subtile, non observable immédiatement, qui sous-tend, qui est un peu la trame de tout ce monde physique que l'on peut observer. Donc cette dimension spirituelle, subtile, est pour moi l'explication absolue, l'explication ultime, la raison ultime de tout ce qui existe, ce qu'on observe. Alors, du point de vue individuel, on parle de notre esprit, on parle de notre âme. Pour moi, après chacun met ce qu'il veut derrière, mais pour moi, c'est notre réalité spirituelle, qui se trouve être incarnée dans un corps. Et notre corps est ici pour vivre une expérience, au service de notre âme, de notre esprit. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et pour moi, on ne va pas aller plus loin ici, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Et pour moi, pour ceux qui ne savent pas, je fais de la communication végétale. C'est-à-dire que je rentre en relation avec les esprits du monde végétal. D'autres personnes, j'étais en relation ce matin avec une personne qui fait de la communication animale, en relation avec les esprits animaux. Certains sont en relation avec les esprits animaux vivants, d'autres des animaux morts, décédés, qui ont des messages envoyés à leurs anciens maîtres. Il y en a qui font de la communication minérale. Il y en a qui font de la communication avec l'au-delà, avec des défunts, avec des êtres spirituels non incarnés. Pour moi, on est dans la même réalité. Et si je vous parle de ça, c'est que en fait, pour moi, c'est une réalité. Une réalité aussi réelle que quand je regarde un arbre et je le trouve beau. C'est pas exactement la même chose que d'entrer dans une communication avec des êtres humains. C'est pas la même façon d'entrer en relation, mais c'est possible d'entrer en relation avec les êtres humains d'un point de vue spirituel, d'un point de vue subtil. Donc pour moi, parce que je le vis, parce que j'en suis convaincu, parce que ça le vibre quand je suis en relation avec un végétal, avec une plante, avec un arbre, c'est une dimension avec laquelle on ne peut pas ignorer, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne peux plus faire semblant que ça n'existe pas. Ça m'a longtemps fait peur, voilà, il m'a fallu du temps, etc. Mais c'est une réalité. Et là, c'est quelque chose à explorer. C'est une écologie à l'explorer. La relation avec tout ce qui nous entoure, vivant ou inerte, est possible.
par le subtil. Parce qu'en fait, si on commence à regarder, et là je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai pu faire, notamment une formation que j'ai faite sur la communication avec les végétaux, si on commence à regarder le végétal par exemple comme un être spirituel avec lequel on peut avoir un échange, donc quelque part, non pas un individu, parce qu'on ne parle pas vraiment d'individu, je pense, en tout cas, comme je le perçois, qui a des choses à dire et qui a des choses à faire avec nous, des choses à vivre avec nous, qui a une coopération à installer. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, l'écologie, c'est pas seulement de l'action, nous en tant qu'humains, puisqu'on est les seuls êtres sur Terre qui pouvons modifier, transformer l'environnement de manière durable, de manière profonde, même trop profonde certainement. L'interaction n'est pas seulement physique. L'interaction doit et peut et doit se faire d'un point de vue subtil. Nous avons beaucoup à découvrir dans ce monde-là. Et moi, je ne peux que vous inviter à aller explorer ça. Parce que là, l'invitation, c'est de rentrer à un autre niveau de coopération, de relation avec tout ce qui nous entoure. Et là aussi, c'est une écologie. On peut imaginer, comme les schémas d'écologie scientifique, les chaînes alimentaires, etc., on peut imaginer un autre niveau, un autre calque qu'on mettrait dessous, on s'en fiche au bout du compte, qui serait celui des relations spirituelles entre nous et le monde naturel. C'est pas quelque chose de nouveau, je vous l'invente pas. Enfin, nos sociétés anciennes, les sociétés dites premières, amérindiennes, etc., et encore dans beaucoup de sociétés qui sont restées en relation avec la nature, c'est une réalité. Des chamans, des prêtres animistes, même si j'aime pas le mot, rentrent en relation avec le vivant, avec les esprits des êtres vivants, ont des guides qui sont des êtres vivants, des animaux, etc., qui les accompagnent dans leur processus spirituel, etc. C'est quelque chose qui a toujours existé. Je ne vais pas rentrer ici dans le débat, j'en parle dans ma formation, le débat de comment ça se fait que dans notre société occidentale, les esprits, on considère que c'est pas normal, etc. Bon, voilà, allez voir ma formation où, en gros, on peut dire que tout simplement, les religions monothéistes ont capté tout le spirituel pour le faire coller dans le moule des religions monothéistes, en laissant de côté tout ce qu'il y avait à côté et qui pouvait aussi être une réalité, et qui se trouvait être une réalité, une autre dimension de la réalité. Nous arrivons à une époque, à un âge où on redécouvre ça. Et l'invitation, pour moi, c'est effectivement d'aller explorer ça. Et que c'est quand on arrive à allier, combiner toutes ces dimensions de l'écologie politique, c'est pas nécessaire, je pense, mais on peut agir sur le monde à travers l'écologie politique. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire. Si on arrive à tout combiner en termes de perception du monde et arriver à le combiner pour à la fois avoir les informations justes sur soi, sur nous, sur le monde extérieur, niveau physique et subtil, on peut effectivement arriver à changer le monde. Mais cela passe par nous. Cela passe par nous. Nous, les humains, nous sommes les seuls à pouvoir vraiment transformer le monde. Et nous pouvons le transformer en collaboration, en coopération avec le monde naturel. Et ça, pour moi, c'est une vision assez nouvelle. Je ne suis pas le seul à le dire. Mais c'est une vision assez nouvelle qui replace l'homme à sa place. C'est-à-dire, pas à une place où il est le centre du monde et le seul à pouvoir agir, mais non. Il est au sein d'un écosystème. Un écosystème qui a plusieurs couches, qui a plusieurs niveaux de compréhension, on peut le toucher à plusieurs niveaux, et ça c'est un sacré défi. Alors dans les vidéos que je vais faire dans le futur, et que j'ai déjà commencé à faire, je vais aborder pas mal de thématiques qui tournent autour de tout ce que je viens de vous dire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous suivez ma page Facebook ou Instagram, et vous aurez plus d'infos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver donc dans de prochaines vidéos.